Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de votre journal. En Côte d'Ivoire, l'ancien président Henri Konan Bédié a déposé sa candidature à la commission électorale ce jeudi, à l'instar du président sortant Alassane Ouattara et du leader du Front populaire ivoirien Pascal Afine-Guessant. À 2 mois de l'élection présidentielle en Tanzanie, la Commission électorale nationale a publié la liste des candidats officiels pour le scrutin. Outre le président John Magufuli, 14 autres candidats sont en course. Et en fin d'édition, nous recevrons le président de la coordination Europe-Amérique de la mouvance CSP, Maxime Nana, avec lequel nous parlerons de l'officialisation de la candidature de l'ancienne présidente de transition centrafricaine, Catherine Samba-Panza. Un nouveau candidat fait son entrée dans la course au fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire. Après Pascal Afine-Guessant, c'est l'ancien président Henri Konan Bédié qui arborera les couleurs du Parti démocratique de Côte d'Ivoire lors de l'échéance électorale du 31 octobre prochain. Sa candidature a été reçue ce jeudi par la commission électorale indépendante. Notre correspondant à Abidjan, Oliva Diakotan, nous en dit plus. C'est dans une ferveur populaire que le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a déposé son dossier de candidature pour la présidentielle le 27 août 2020 à la commission électorale indépendante à Abidjan. Un dossier composé de 13 différents documents, dont plus de 94 000 parrainages citoyens. Henri Konan Bédié est ainsi en lice pour sa 3e présidentielle après celle de 1995 et 2010. Cette candidature, je la confie au peuple ivoirien. Cette candidature nous permettra de reconstruire une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, une Côte d'Ivoire de la paix, de la tolérance, du dialogue et du développement. Après avoir perdu le pouvoir en 1999 à cause d'un coup d'État, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le plus vieux parti, est donc à la reconquête du fauteuil présidentiel 21 ans plus tard. Et pour certains cadres, 2020 serait l'année idéale. Nous sommes confiants et nous mettrons tout en œuvre pour que justement nous arrivions à cet objectif que beaucoup de personnes, beaucoup d'Ivoiriens, la plupart des Ivoiriens souhaitent. Débuté le 16 juillet, le dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle prendra fin le 31 août 2020. Le 6e scrutin présidentiel de l'ère démocratique, quant à lui, est prévu le 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Après plusieurs jours de négociations, la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, a finalement statué sur la transition politique au Mali. L'instance s'est dite prête à accorder 1 an de transition à la junte militaire, une idée qui reste bien moindre par rapport à la transition de 3 ans initialement proposée par cette dernière. La junte qui montre d'ailleurs patte blanche. Le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta a été libéré par cette dernière ce jeudi, ainsi que Moussa Timbine, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Les élections toujours, mais en Tanzanie, la Tanzanie où la liste des candidats à l'élection présidentielle du 28 octobre prochain a été officialisée. C'est sans véritable surprise que le président sortant John Magufuli fait partie des 15 candidats en lice pour le fauteuil présidentiel. Il affrontera notamment Tundu Lissu qui, après 3 ans d'exil, a été désigné dès son retour candidat par son parti et principale formation d'opposition, le Chadema. Nathalie Mo. Nombre record de candidatures retenues pour la présidentielle du 28 octobre 2020 en Tanzanie. Ils sont 15 en lice pour succéder au président actuel John Pombe Magufuli, lui-même candidat pour ce scrutin. Pour le compte du principal parti d'opposition, la Chadema, l'avocat Tundu Lissu, revenu de 6 ans d'exil en juillet 2020, se présente. Le poids politique du candidat Tundu Lissu lui est conféré par le fait qu'il a été victime de violences politiques de la part du pouvoir du président Magufuli. Lorsque on a été victime d'une agression
agression à l'arme qui vous a conduit à l'hôpital pendant plusieurs années, on se forge une espèce de légende. Donc, par rapport à ce point de vue, les candidats Tundu Lissu a suffisamment de poids politique et suffisamment de notoriété soutenu par un grand parti politique d'opposition pour faire le poids face au président Magufuli. Bien que le nombre de candidats à la présidentielle est presque doublé par rapport à 2015, des voix s'élèvent dans l'opposition. Des entraves au dépôt des candidatures de l'opposition et autres violences et arrestations ont été dénoncées. D'un côté, on a un candidat soutenu par l'appareil de l'État avec un parti politique puissant derrière lui. De l'autre, en face, l'opposition victime de violences politiques, 14 candidats, donc dispersion de voix, il y a matière à contestation. À 2 mois des élections générales en Tanzanie, les partis d'opposition demandent une large couverture médiatique du processus en cours. Seulement les médias locaux et étrangers sont sous le coup d'importants risques de censure, selon un récent décret du gouvernement. Dans l'actualité également, le président togolais Faure Gnassingbé poursuit sa tournée en Afrique centrale. Après le Gabon, c'est au tour du Congo de recevoir le chef de l'État togolais ce jeudi. Une visite de travail et d'amitié de 24 heures qui a notamment porté sur le renforcement de l'axe bilatéral entre le Congo et le Togo, ainsi que les grands sujets d'actualité du continent. Au Congo voisin, le respect de la parité au sein de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. C'est dans cet objectif que plusieurs organisations de femmes se battent. L'initiative Rien sans les femmes souhaite ainsi faire modifier la loi organique de l'instance électorale qui limite à 30% le nombre de femmes au sein de son bureau. Les détails dans ce reportage de notre correspondant à Kinshasa, Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, les différentes organisations féminines exigent le respect de la parité au sein du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Alors que les réformes de la centrale électorale sont de plus en plus attendues, les femmes congolaises veulent changer la loi organique de la CENI qui n'accorde que 30% aux femmes au sein du bureau. La loi fondamentale parle de la parité et vous savez que quand on parle parité, c'est 50% à 50%. Et par contre, lorsqu'on examine la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, à son exposé de motifs particulièrement au point 7, il parle de la représentation de la femme à au moins 30%. Donc on n'est vraiment pas proche de ce que la loi fondamentale exige. Les bureaux actuels de la CENI comptent 2 femmes sur les 6 membres qui constituent ces bureaux. Quant à la plénière, 4 femmes sont présentes sur les 13 membres qui la composent. Sous l'initiative Rien sans les femmes congolaises ont organisé du 25 au 26 août 2020 un atelier pour élaborer un argumentaire en vue de modifier la loi organique de la CENI. Et au niveau de la loi, parce que nous savons que c'est ce qui est très déterminant au niveau de la CENI, parce que c'est là où se décident toutes les questions des élections. Alors, pour nous, c'est revisiter d'abord cette loi et voir comment est-ce que cette loi, avec des lunettes genrées, peut contribuer à promouvoir la femme, mais aussi à faciliter cette atteinte de la parité que nous avons toujours cherchée. Au-delà de la loi organique, les femmes congolaises visent par ailleurs la loi électorale pour exiger des partis politiques une parité. Elles voudraient donc une loi contraignante exigeant des formations politiques de prendre en compte la parité dans leur liste électorale et dans la composition de leur structure dirigeante. En Centrafrique, en 2014, Catherine Samba Panza, alors maire de Bangui, est propulsée au pouvoir après le coup d'État qui a renversé Michel Djotodia, un mandat de 2 ans qui résonnait pour beaucoup de Centrafricains comme une lueur d'espoir. Plus de 4 ans après avoir assuré l'intérim, cette dernière a officiellement été investie ce vendredi candidate à la présidentielle du 27 décembre prochain. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau notre invité Maxime Nana, président de la coordination Europe-Amérique de la mouvance CSP, soutien de l'ancienne présidente Catherine Samba Panza, un mouvement également partenaire du Correct. Maxime Nana, bonsoir, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Duprat, c'est moi qui vous remercie pour l'accueil que vous me faites aujourd'hui.
Plus de 4 ans après la fin de son mandat de transition, l'ex-chef de l'État, Catherine Samba-Panza, se relance dans la course à la présidentielle. Pourquoi ce retour? Alors, je voudrais rapidement rappeler le contexte dans lequel Mme Samba-Panza a été choisie en 2014 comme présidente de la transition. On était en janvier 2014, nous étions au bord d'une guerre civile, et puis donc elle a été choisie par le Conseil national de transition dans des contextes assez difficiles. Donc crise sociale, crise politique, crise sécuritaire, avec une feuille de route qui lui a été, je ne peux pas dire proposée, mais plutôt imposée par la sous-région. Cette feuille de route en 4 points, donc elle a valablement rempli sa mission et elle a transféré le pouvoir donc, au 30 mars 2016 à la gouvernance actuelle. Et donc il y a eu des acquis de la transition et aujourd'hui nous nous rendons compte qu'il y a eu 4 ans de perdus. 4 ans de perdus et il y a beaucoup de voix qui se sont levées pour faire appel à Mme Samba-Panza de revenir parce qu'elle avait une feuille de route bien précise qu'elle a bien remplie en 18 mois et donc on se dit aujourd'hui c'est une femme de caractère, Mme Samba-Panza. Donc elle a la culture du résultat, elle a un vécu politique. Donc on s'est dit, pourquoi pas qu'elle revienne pour venir avec un projet qui est axé sur une gouvernance autre et puis se présenter à l'élection présidentielle qui, dans le premier tour, aura lieu le 27 décembre 2020. Mais quelle est véritablement l'offre politique que Mme Samba-Panza propose? L'offre politique, elle est toute simple. Hein. Là, le constat est là. Nous avons aujourd'hui une inversion de valeurs. Nous savons qu'il n'y a pas d'éducation, c'est-à-dire les écoles ne sont pas dans... Il y a un dysfonctionnement au niveau du système éducatif, au niveau de la santé. Hein. Pour aller beaucoup plus loin, il n'y a pas d'eau. Hein. Il n'y a pas d'eau, le système sanitaire est complètement cassé, le ressort de la croissance également est cassé. Donc le président Touadéra nous a promis une politique de rupture. Et nous constatons que ce n'est qu'une posture mal intentionnée. Nous constatons que c'est que des mots. Donc là, elle arrive avec une offre qui est assez simple, qui est axée sur 5 points. C'est-à-dire il y a l'État, il y a la santé, il y a le capital humain. Donc il y a tous ces points-là que nous allons défendre. Nous allons développer en 25 engagements. Je ne vais pas vous développer tout le programme, mais nous allons faire des choses simples, c'est-à-dire accorder une place à la jeunesse, à la femme, et également penser à nos anciens. Donc, tout ce qui est corruption, donc la corruption, les mauvais stars en fait, qui gangrènent ce pays, donc on va les combattre d'une manière simple. Donc c'est dans ce sens-là que nous pouvons remettre la RCA, la Centrafrique, sur le chemin de l'émergence. Et concernant la situation sécuritaire, 6 ans après son accession au pouvoir, la situation sécuritaire s'est détériorée dans le pays. On est passé de 50% à le pays serait passé de 50 à 80% de territoire qui serait sous le contrôle des forces armées. Catherine Samba-Panza peut-elle inverser la situation? Qu'est-ce qu'elle propose à ce sujet? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, Catherine Samba-Panza a bien incarné l'autorité de l'État pendant la transition, en si peu de temps. Donc c'est une femme respectable et qui sait se faire respecter. Et donc à l'époque, il y avait, je crois, 1 à 2 groupes armés. Et là, aujourd'hui, il y en a 14, voire 15. Donc, parce que le problème qu'on a, là, avec cette gouvernance, c'est un manque d'autorité, c'est un manque de leadership. Et on ne peut pas en même temps prôner la rupture et puis discuter avec les rebelles, avec des terroristes. Donc il faudrait bien faire la différence. Et cette différence, Mme Catherine Samba-Panza sait la faire. Une paix, justement, sans l'implication de la communauté internationale et notamment de la MINUSCA, qui, pour rappel, a récemment posé un ultimatum aux groupes armés en place dans le pays. Est-ce qu'elle est aujourd'hui envisageable? La paix est toujours envisageable. Hein. Mais justement, il faudrait qu'il y ait des hommes en face. Il faudrait qu'il y ait une volonté, une vraie volonté. Là, on a à peu près 13 000 hommes en casque bleu en Centrafrique. Mais ces 13 000 hommes, il faudrait qu'on fasse, le gouvernement
où le président propose des choses, prennent le devant. Parce que ce n'est pas à la MINUSCA d'arriver là et puis de prendre les choses aux mains. C'est à nous-mêmes. La solution viendrait d'abord de nous. Donc ça, c'est encore, je reviens sur ce problème de leadership qui nous manque cruellement à ce pouvoir en place. Voilà. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle, Maxime Nana, que vous êtes le président Europe-Amérique de la coordination de la mouvance CSP, également leader du Correct, coordination pour la rupture et la refondation de la Centrafrique. Dans la zone UEMOA, les actifs extérieurs nets des banques ont connu un déficit de 1117 milliards de francs CFA en mai 2020, une tendance haussière que la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest souligne dans ses derniers rapports. Les détails dans ce sujet d'Ameneji. Les actifs extérieurs nets, ou la différence entre les créances sur les non-résidents et les engagements envers ces non-résidents des banques de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ont enregistré un déficit de 1117 milliards de francs CFA à fin mai 2020. Chiffré à 1990,5 milliards de francs CFA, les engagements de ces institutions de dépôt n'ont pas pu être couverts vis-à-vis des clients en raison de l'insuffisance des créances établies à 873,5 milliards de francs CFA. Suite au coronavirus, il y a eu une dématérialisation de la monnaie fiduciaire. L'utilisation de la monnaie fiduciaire a baissé complètement dans tous les pays, les gens préférant la monnaie virtuelle, la monnaie électronique et toute autre forme de paiement qui ne nécessite pas d'utiliser des billets de banque. Donc cette baisse d'utilisation de la monnaie fiduciaire est due principalement au coronavirus qui a amené les gens à travailler beaucoup plus électroniquement que physiquement. Le déficit des actifs extérieurs nets des banques s'est accentué de 84,1 milliards de francs CFA comparativement au mois d'avril 2020 où il était estimé à 1032,9 milliards de francs CFA. Les créances de ces institutions sur les autres secteurs de l'économie ont connu une progression de 0,71%. La conséquence de cette nouvelle façon de fonctionner a baissé la circulation monétaire physique, mais a augmenté la dématérialisation de la monnaie. Quant aux créances sur la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, elles sont passées de 2 941,1 milliards de francs CFA au mois d'avril 2020 à 3 061,2 milliards en mai 2020, soit une augmentation de 120,1 milliards de francs CFA. La trypanosomiase humaine africaine, plus connue sous le nom de maladie du sommeil, fait désormais partie du passé au Togo. Le pays est le premier d'Afrique subsaharienne à avoir éradiqué de son sol cette affection endémique qui reste pourtant peu connue. Paul-Marcel Mayagi. C'est une victoire de plus pour le secteur de la santé africain. Depuis le 22 juin 2020, le Togo est officiellement devenu le premier pays africain à avoir éliminé la trypanosomiase humaine africaine, maladie tropicale négligée encore appelée maladie du sommeil. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le pays a satisfait aux critères d'élimination de la dite maladie comme problème de santé publique. La trypanosomiase humaine africaine, ou maladie du sommeil, a été éliminé du Togo. Endémique dans 36 pays d'Afrique subsaharienne où l'on trouve les mouches tétées, la trypanosomiase humaine africaine est une infection redoutable, invalidable et difficilement curable. En 2009, les efforts de lutte ont permis de réduire le nombre de nouveaux cas, passant ainsi en dessous des 10 000 cas pour la première fois en 50 ans et en 2018, seulement 977 cas ont été recensés sur le continent. C'était une maladie invalidante et c'était d'autre part une maladie source de pauvreté car elle limitait considérablement les activités agricoles et décimait le bétail. Pour la population, l'élimination va donc beaucoup aider à amener les gens dans l'agriculture et produire. Bien qu'étant le premier pays africain à vaincre la maladie du sommeil, le Togo doit continuer à assurer une surveillance sur son territoire afin d'éviter toute résurgence de cette maladie en provenance des pays voisins. Rappelons que le dernier cas de maladie du sommeil au Togo remonte à 1996.
Prenons à présent la direction du Nigeria où le sculpteur Aderi Tomiwa Oyatomi crée des répliques de monuments célèbres à l'aide de spaghettis. Si ces créations peuvent impressionner, beaucoup s'interrogent sur l'utilisation de spaghettis pour ces réalisations dans un pays où certains habitants vivent avec moins de 3 $ par jour. Gladys Mwamba. Le confinement imposé par le nouveau coronavirus aura été révélateur de talent. Au Nigeria, Aderi Tomiwa Oyatomi a développé ses compétences de sculpteur pendant ce temps. Cet artiste basé à Lagos reproduit de célèbres monuments du monde entier à partir de spaghettis. Le but, donner aux gens l'envie de visiter diverses destinations grâce à ces répliques de monuments dressés sur pattes. Je veux juste montrer au monde que ces lieux sont des grands endroits architecturaux parce qu'ils sont beaux et qu'ils sont faits avec des grandes techniques. Des techniques très différentes de tout ce que nous connaissons. Et la deuxième chose est que je veux parler aux gens des endroits qu'ils peuvent visiter s'ils vont dans ce pays précis. Ces sculptures non comestibles sont minutieusement confectionnées à partir de spaghettis crus. Depuis sa première réplique de la Tour Eiffel en mars 2020, l'artiste de 33 ans a multiplié les productions. Le temps de réalisation de chacune d'entre elles s'étend de 2 à 3 jours, selon la taille et la complexité du modèle. Mais cette originalité n'est pas toujours appréciée dans le pays le plus peuplé d'Afrique, où certains peinent à s'approvisionner au quotidien. Beaucoup n'approuvent pas cette utilisation de la nourriture. Les gens qui pensent que mon art est du gaspillage, ils n'ont peut-être pas vraiment la connaissance de ce que j'essaie de montrer. Ce que j'essaie de montrer aux gens est juste une image pour dire que même si vous êtes fragile, vous pouvez toujours vous tenir debout. Si vous vous accrochez ensemble, on peut toujours tenir ferme. Aderi Tomiwa Oyatomi a bien essayé d'utiliser des balais et des allumettes, mais aucun de ces deux outils n'a produit le rendu souhaité. Malgré les critiques, l'artiste a décidé de continuer de donner vie à ses inspirations avec des spaghettis, l'un des aliments les plus consommés au monde. Et un peu de sport, l'ancien capitaine des éléphants ivoiriens Didier Drogba, écarté de la course à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Son dossier a été rejeté par cette dernière ce jeudi. Un rejet qui n'a pas manqué de faire réagir la plus haute instance footballistique au monde. La FIFA, Fédération internationale de football, a en effet demandé à la Fédération ivoirienne de suspendre son processus électoral alors que le vote doit se tenir le 5 septembre prochain. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.